Le débrief de l'actu dans Smartech cette semaine, c'est avec Yann Lechel, le CEO de Scaleway, et Alain Staron, le cofondateur d'Artifil. Également en plateau, Adèle Muller de l'association Emmaüs Connect. Vous pourrez bien évidemment participer au débat sur ces actus qui nous ont fait réagir. Nous, cette semaine, on va commencer par Meta Connect. C'était l'événement GAFAM, on va dire, de la semaine, avec donc Meta, maison Facebook, qui tenait sa conférence annuelle. C'était l'occasion évidemment de présenter des nouveautés sur le métavers et aussi de parler des projets à venir. Première question, est-ce que ça y est, ça vous fait enfin rêver, le métavers de Meta? Yann? Toujours pas. Ah mince alors. Toujours pas. J'ai goûté un petit peu à la réalité augmentée en 1995 et j'ai l'impression que ça n'a pas évolué en 25 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours avec ces lunettes assez grossières, lourdes et qui ne nous transportent pas véritablement. Moi, je crois plutôt dans la réalité augmentée qui viendra un peu plus tard et qui va hybridiser un petit peu le monde réel et le monde irréel. C'est un discours à la Tim Cook là, que vous tenez, Yann. Plutôt parce qu'en réalité, la réalité virtuelle semble un petit peu forcée. C'est-à-dire qu'on voit, Facebook tente une mutation. Oui. Leur stock d'ailleurs est pénalisé parce que leur activité principale publicitaire au sein de Facebook et d'Instagram pose des problèmes de sécurité des données personnelles, privacy issues, et donc l'univers Facebook est décrié de par son contrôle sur nos données. Et donc on voit très bien cette marche forcée pour convertir le groupe dans une activité nouvelle, et on y met le NFT, on y met le Web3, etc. Ça semble un petit peu en avance de phase. Je pense que les technologies ne sont pas encore assez mûres, et Meta Connect est tout simplement cette conférence annuelle qui vise à attirer les développeurs pour créer du contenu. Cet engouement qui fait que les développeurs vont faire que la plateforme elle-même sera valorisée puisqu'il y aura d'autant plus de clients par le biais. Oui, c'est un moment assez clé quand même pour le groupe parce que c'est là où ils vont réussir à convaincre ou non de créer un écosystème très riche de nouveaux services. Mais on l'a vu évidemment sur les dernières décennies, et Microsoft et Apple avec la WWDC annuelle qui fédère ces communautés de développeurs. Et aujourd'hui, on sent que c'est une marche forcée, encore une fois. Les éditeurs de jeux, par exemple, évidemment, auront beaucoup plus de chiffres d'affaires sur un jeu en 2D, c'est-à-dire de la 3D projetée sur un écran en 2D, que dans une réalité augmentée, parce que le terminal n'est pas encore à la hauteur des attentes. Alors, il y a eu quand même des annonces sur le jeu. Mark Zuckerberg essaye justement de montrer que ça rapporte de l'argent aujourd'hui, de lancer des jeux avec Meta. On a eu la présentation donc, d'un nouveau casque de réalité virtuelle, vraiment là dédié pour les pros. Il en porte même le nom, le MetaQuest Pro. $1 500 le coût de ce casque, donc c'est vraiment pour des usages entreprises. Mais il y a aussi de la réalité augmentée, puisqu'on a vu les Ray-Ban Stories. Donc finalement, il travaille un petit peu les deux sujets, là, Mark Zuckerberg, du futur, à savoir réalité virtuelle, réalité augmentée. Sa base, c'est le grand public, donc il ne peut pas s'en défaire. Et en même temps, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est d'abord professionnel. Ouais. L'annonce qu'il a faite avec Microsoft, c'est rien d'autre que ça. Dire Teams va passer en réalité augmentée, on verra ce que ça donne. Moi, déjà, j'ai du mal avec Teams, avec les réseaux traditionnels. Donc, bon, j'ai un peu un doute. Ensuite, enfin, c'est vrai qu'il a vu qu'évidemment, le business model, il se trouvait du côté du B2B. Bien sûr. Et avant qu'on ait tous des grosses lunettes à $1 500 ou $1 700 sur la tête, c'est juste pas possible, ça marche pas. Je partage tout à fait ce que dit Yann. Facebook avait un gros problème. Facebook a disparu, bienvenue Meta. Voilà. Et puis on essaie de faire le ménage. Mais la réalité augmentée est inévitable, de la même manière que le téléphone est déjà une forme de réalité augmentée, puisque au niveau de la connaissance, on utilise Wikipédia ou Google pour faire une recherche et augmenter notre connaissance lorsqu'on marche dans la rue. Le fait qu'on ait une petite interface visuelle qui se rajoute sur le corps n'est qu'à quelques années, au pire dizaines d'années. Et il a aussi montré, enfin son laboratoire R&D a aussi montré un bracelet qui permettrait de piloter des objets virtuels sans en avoir directement le contact. Bon, il y avait quelques petites choses futuristes quand même, non? Ça vous a pas du tout fait rêver, ça? Non, parce qu'on sait faire sans même aucun bracelet avec certaines consoles de jeux. Donc, enfin, il se cherche. Mais il dit, j'en ai pour 10 ans. Il reconnaît lui-même qu'il est parti pour 10 ans. Et on pourrait se critiquer, dire que nous ne sommes pas de la bonne génération. Mais les jeunes n'ont pas non plus cet engouement parce que, encore une fois, l'interface n'est pas mûre. Au prix, le problème est réglé.
Tout à fait. Il y a l'instant avatar aussi, Alain. Pouvoir créer son avatar très très rapidement, simplement en se scannant avec son smartphone. Oui, ça existe depuis très, On sent bien quand même que ça, c'est des choses qui arrivent. Quand il y a des boîtes comme Meta qui s'en emparent, c'est quand même un signe d'accélération. Mais il faut une masse critique d'utilisateurs à travers toutes ces industries, que ce soit le jeu, que ce soit les conférences vidéo qui seraient transposées dans le métavers. Il faudra une masse critique. Cette masse critique, elle prend un certain temps à être construite. Ensuite, il y a un tipping point. Mais là, on verra d'autres acteurs comme Apple, par exemple, qui viendront s'engouffrer. Bon, et puis c'est vrai qu'en ce moment, Meta n'est pas non plus au top de la vague. Donc, Alors, il accélère, il fait des passerelles avec Insta. Donc, on voit bien qu'il cherche à rattraper cette masse critique plus vite qu'eux. Mais à ce moment-là, il perd la réalité augmentée. Enfin, je ne sais pas comment... Bon, après avoir essayé de vous faire rêver, je vais peut-être vous plonger dans un cauchemar. En tout cas, c'est la deuxième actu du débrief. On va parler du transfert des données entre l'UE et les États-Unis. C'est Joe Biden qui a signé un décret qui permettrait enfin de retrouver un privacy shield. Je dis enfin parce que finalement, on est dans un flou juridique aujourd'hui sur la question du transfert des données entre l'Europe et les États-Unis. Donc on se dit que si on trouve un accord, c'est pas plus mal. Mais peut-être que vous allez me dire que non, de toute façon, c'est quand même une mauvaise nouvelle, même si on trouve un nouvel accord. Alors, on le dit ou pas, c'est no data contre du pétrole. Le problème de cet accord, c'est qu'il est flou à nouveau. C'est un executive order, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi. Et Max Schrems a déjà analysé la copie, semble dire que ça ne tient qu'à un fil et que quelque part, les conditions nécessaires et suffisantes pour préserver les données des Européens ne sont pas réunies dans ce executive order. Donc la critique est déjà assez pointue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce flou juridique ne fait qu'entretenir la dominance des acteurs déjà dominants, essentiellement américains. Donc, on a une question à se poser en tant qu'Européens. Est-ce que l'on crée des accords pour que les choses se fassent comme d'habitude, c'est-à-dire avec un déséquilibre fondamental d'un point de vue géoéconomique, ou alors est-ce que l'on cherche véritablement à jouer des muscles pour imposer notre copie et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais est-ce qu'il y a une copie imposable ? Est-ce qu'on a la formule qui ferait qu'on réussirait à contrer en fait la politique américaine sur le renseignement ? Parce que c'est ça tout l'enjeu. Alors là, ils essayent de nous donner des gages de garantie en disant qu'il y aura une sorte de supervision pour s'assurer de la proportionnalité de la demande des renseignements américains sur la collecte des données et que des recours seront possibles. Enfin, le recours, ça arrive toujours trop tard. Et la supervision, elle est par une entité qui ne dépend que de l'exécutif. Donc, américain. Enfin, américain. Ouais. Ah, c'est ce que les analystes disent. Non, c'est compliqué. Et oui, il y a une réponse, bien sûr. Et cette réponse, elle existe depuis... j'ai participé à un livre blanc il y a 3 ans maintenant. Elle existe. On crypte les données sur les serveurs et on ne transmet que des données cryptées. Et la clé n'est pas détenue par le propriétaire du cloud. Donc, c'est mort. Ils ne peuvent plus rien faire. Ça existe, il faut juste le développer. Et mon sujet, c'est pas de continuer à se battre sur des clouds souverains. Mon sujet, c'est de mettre en place le next step, qui est de toute façon, on en parlera tout à l'heure, mais le cloud n'est pas forcément comment on appelle ça, le chemin obligatoire pour l'avenir. Et donc, il est urgent de se poser la question d'après et mettre en place la nouvelle technologie qui contrera une technologie. C'est pas la régulation qui contre une technologie, ça marche jamais. C'est une nouvelle technologie qui contre une ancienne technologie. Donc peut-être un système plus décentralisé que ce qu'on fait aujourd'hui avec le cloud. Mais en attendant, sur cette question des clés de chiffrement, moi ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, Yann Lechel, parce que j'ai assisté à une conférence où Google explique que dans son accord avec Thales, donc pour un cloud de confiance, même si ça, justement, ce terme est très discuté, c'est simple, en fait, nous dit Google, tout est chiffré et les clés, c'est Thales qui les a, c'est pas Google. Oui, en fait, on assiste là à une séparation des responsabilités. Donc d'un côté, les clés sont gérées par un acteur français, et de l'autre côté, une technologie dominante, en l'occurrence, d'une plateforme américaine. Donc, mais ça suffit, ça, comme protection ? C'est une protection qui répond à la problématique de l'espionnage de masse, c'est-à-dire que normalement, la contrepartie américaine ne peut pas agir sur ces données puisqu'elles sont cryptées. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la dominance justement des acteurs, ce modèle sous licence, ce modèle hybride, cloud dit cloud de confiance, alors que le cloud de confiance concerne plutôt le Secnum Cloud et la non-soumission aux lois extraterritoriales, mais ce modèle-là ne fait que renforcer le statu quo.
et la technologie, la souveraineté de la technologie, dont on ne parle pas simultanément avec ces sujets-là, n'est absolument pas garantie. Au contraire. Souveraineté, donc c'est vraiment avoir une indépendance technologique. Bon, on enchaîne avec la troisième actu, le temps passe vite. Donc troisième actu du débrief, c'est l'annonce par Jean-Noël Barrot d'un travail avec les opérateurs sur la mise en veille automatique de nos box. Alors au début, il y a eu une petite confusion, on a cru comprendre qu'il s'agirait d'éteindre les box la nuit pendant qu'on n'utilise pas. Bon, c'est pas du tout ça, on s'en doute. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, cette mise en veille automatique des box des Français? Ouais, j'avais regardé ça dans 2 vies antérieures quand j'étais dans l'électronique grand public. Si chaque foyer a une box, les éteindre, enfin, la consommation de toutes les box, c'est un réacteur nucléaire. Et vous savez combien ça fait d'éoliennes? J'en ai aucune idée. 1 million d'éoliennes. Sachant qu'en France, on a 8000 éoliennes. Donc, oui, ça pèse. Ça pèse, mais est-ce qu'elles vont vraiment être en veille si longtemps que ça? Parce qu'on a tous des appareils Wi-Fi connectés en permanence finalement à notre box. Alors la notion de permanence, évidemment, c'est le sujet. On parle des heures de pointe, on parle de la nuit, etc. Je pense que ce sujet-là est à mettre au regard de la nécessité d'avoir un accès à l'Internet en permanence, justement, précisément parce que la société a basculé. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder dans l'ensemble. On a su se mettre en télétravail de force à cause du Covid. On a su le faire. Donc on a tous basculé dans cet environnement-là. Eh bien, les émissions, enfin le fait d'aller travailler, par exemple, représente 40% des émissions de CO2. 40% de CO2 viennent du fait de prendre sa voiture ou de prendre les transports en commun même, d'aller au travail et donc d'activer cette dualité chez soi et au travail. Le télétravail divise la facture en 2, globalement. Et donc la notion de box, pour moi, fait partie de ces sujets qui sont devenus des prérequis pour le citoyen et donc un besoin vital. Alors c'est vrai qu'on peut faire le calcul, ça représente beaucoup d'énergie, mais combien d'énergie est-ce que cela représente par rapport à l'équivalent en transport, par rapport à l'équivalent en... Eh oui, ça c'est l'éternel débat et pour l'instant personne n'a réussi à nous donner le résultat de ce ratio. Alors, bon, si on peut faire les calculs, on va trouver les choses. Alors, la question suivante, c'est évidemment, on ne va pas éteindre les box tout le temps. Donc, l'objectif, c'est on l'éteint quand tout le monde dort. Et là, je dis, attention. Parce qu'on continue à considérer que le Wi-Fi, c'est quelque chose pour connecter les gens. Mais on est passé dans un autre monde. Le Wi-Fi connecte les objets. Il y a un truc très bête, si vous avez une alarme de sécurité qui est connectée en Wi-Fi, si vous éteignez le Wi-Fi la nuit, ben, votre appartement, votre maison n'est plus sécurisé. Oui, mais là justement, la box ne passera en veille que si elle ne détecte aucun appareil connecté en Wi-Fi. Donc c'est pour ça ma question, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce que finalement, dans quel cas on n'utilise pas du tout sa box de moins en moins? Il me semble que l'idée est plutôt de laisser le choix au consommateur, de réduire. C'est-à-dire que l'appel est plutôt un appel à l'éveil du sujet. C'est un peu l'appel du col roulé, c'est la même chose, quoi. Voilà. Comment pouvons-nous réduire de manière citoyenne, de manière responsable, notamment par exemple la box TV, qui est différente de la box Wi-Fi. Alors oui, alors moi sur ma box télé, j'ai une fonctionnalité. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Si je la regarde pas, je lui dis de se mettre en veille profonde, à mettre un peu plus de temps à se rallumer, mais c'est pas très gênant. Un mot là-dessus peut-être, Adèle? Assez d'accord avec l'analyse. Ça dépend beaucoup des consommations des uns et des autres, et je pense que c'est, comme souvent dans ce type de sujet, une réflexion assez globale à avoir sur notre rapport à toutes ces consommations. Et voilà, isolément, c'est assez peu intéressant. Ouais. Une démarche effectivement citoyenne surtout à avoir. Alors, dernière actu qu'on va commenter ensemble avant d'avoir vos propres actualités à vous, c'est l'Europe peut-être future championne de la tech. Alors là, c'est Niklas Zennström qui nous offre ce moment d'optimisme dans une interview donnée à Wired. Il nous dit qu'on pourrait reprendre comme ça le leadership dans le numérique. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On a les investissements et surtout beaucoup de start-up et beaucoup de jeunes qui s'impliquent aujourd'hui dans l'entreprise pour créer des start-up qui ont une cause, qui répondent à une cause, qui servent à quelque chose, qui vont répondre aux enjeux importants de la société demain. Oui, alors il espère que le fait d'avoir une cause va rendre un peu plus volontaristes les investisseurs européens, dont on sait qu'ils sont beaucoup plus frileux que les investisseurs anglo-saxons.
Et ça, c'est culturel. C'est aux US, quand on a un échec, tant mieux, bravo, vous êtes en train d'apprendre. En Europe, en France en particulier, quand on a un échec, vous êtes mort. Alors, Nicolas, qui dans cet article raconte aussi un petit peu son histoire, il explique justement comment ça a quand même bien changé. Au tout début, ses premières initiatives avec Casa, et puis avec Skype et tout ça, il a eu beaucoup de mal à convaincre les investisseurs. Aujourd'hui, on a quand même un venture capitaliste qui est beaucoup plus présent en Europe. Oui, l'Europe, la France en particulier, on en parle beaucoup évidemment localement, régionalement, mais nous avons rattrapé en tout cas un stade d'écosystème avec une certaine maturité, avec toutes les séries qui vont bien, un petit peu d'M&A. Alors c'est un sujet parce que tout de même Skype a été vendu à Microsoft, et donc cette propriété intellectuelle, cette valeur qui était européenne est devenue une valeur américaine. Donc le transfert a eu lieu, donc nous avons perdu cet actif. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est évidemment la position de l'Europe par rapport à sa culture. Les Européens sont tourmentés, ils ont une pensée complexe. Nous avons d'un côté la moralité et la légalité. Aux États-Unis, c'est un modèle un peu différent. Ce qui n'est pas illégal est moral. Et puis en Chine, la moralité, c'est l'État. Donc on a des modèles qui sont radicalement différents. Donc la question est de savoir si on peut effectivement créer des acteurs dominants dans le monde avec ce genre de contexte et d'approche au business. Malheureusement, en général, ça ne vend pas bien. Par exemple, le RGPD, ça ne vend pas bien. On n'a pas fait plus de business grâce au RGPD. Au contraire, on a aidé des acteurs dominants à venir nous coloniser en quelque sorte. Je retiens la phrase de Philippe De Vos dans son livre De mémoire vive qui disait de manière très, très juste n'étant pas dans la concurrence mondiale, l'Europe ou la communauté européenne n'a comme seule puissance que la capacité d'édicter les lois qui permettent de conquérir son propre marché. C'est-à-dire qu'on a cette capacité aujourd'hui de créer des startups, mais nous n'avons pas d'exit market comme aux États-Unis, et nous n'avons pas cette capacité à la fois de conquérir un marché cohérent qui est le nôtre, puisqu'il est fragmenté, il est complexe. Et donc, est-ce que l'on est capable finalement d'aller chercher des parts de marché aux États-Unis de manière extrêmement puissante, comme le font les Américains eux-mêmes sur leur propre territoire. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste parce que je pense qu'il faut défendre nos valeurs et on le fait plutôt bien. Le moment d'inertie est plutôt favorable, mais il est difficile de se projeter comme étant aussi puissant que les États-Unis parce que l'Europe ne nous aide pas. Nous ne nous aidons pas nous-mêmes sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais peut-être aller un petit peu au-delà de cette interview de Nicolas, pour rester un peu dans l'optimisme. Il y a effectivement l'aspect régulation, la morale du numérique, à quoi sert le numérique dans la société, des valeurs que porte l'Europe, mais il y a aussi l'industrie créative, qui est très importante aujourd'hui. On a parlé des métavers, mais on a besoin pour ça d'avoir des super créatifs. Le monde du luxe, c'est aussi tout ça des puissances économiques potentielles qu'on a en Europe. C'est notre soft power, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à le transformer en puissance géoéconomique, mais nous avons cette capacité que l'on a peut-être déjà développée à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire que l'Europe a réussi à changer le monde avec des idées très fortes, très, très humanistes. Donc, Renaissance 2.0, est-ce que c'est ça finalement notre contribution ? En tout cas, d'un point de vue géoéconomique, je suis plus mitigé. D'un point de vue des valeurs, je pense que les Européens ont justement ce curseur qui est peut-être au meilleur endroit. Bon, en tout cas, on a avec nous, parce que l'actu, c'est ça aussi, c'est les gens qui viennent dans Smart Tech. On a avec nous une future star. Future star du CES de Las Vegas, Alain Staron. Vous étiez lundi au CES Unveil à Paris. Que s'est-il passé ? CES Unveil raconte comme d'habitude ce qui va se passer au prochain CES et entre nous, on ne parle pas d'explosion du nombre de stands et du nombre de visiteurs. Il y a un autre sujet sur post-Covid, la disruption des organisateurs d'événements. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc tous les ans, il y a quand même il y a au moins un petit millier de startups qui viennent dans le monde entier, dont un bon quart français, donc c'est quand même toujours la première représentation internationale, et ils choisissent tous les ans de nominer, de donner des Innovation Awards à certaines startups, et on est très fiers parce que cette année, nous avons eu un Innovation Award. Félicitations. Et Innovation Award pour ça, donc ça c'est une alarme qui est toute en autonome. On la scotche sur la porte et puis on s'en va. Elle marche pendant 2 ans sans qu'on fasse rien. Donc c'est très bien pour l'illettrisme parce que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Elle marche toute seule. C'est très bien dans l'économie de demain. Pourquoi ? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Europe freine, est en retard aussi parce qu'on a plein de langages.
Aux US, vous avez 400 millions d'Américains qui parlent anglais, donc c'est tout de suite plus facile, ou 500 millions. Ça parle plus. Enfin, ça dit quelques mots dans chacune des langues, mais c'est totalement autonome. Alors, on n'utilise pas le Wi-Fi parce que justement... C'est ce que j'allais vous poser comme question. Et non, alors. justement, on communique 40 secondes par jour. Ça va, en termes d'énergie, en termes de consommation, on est quand même très très bon même. Et donc voilà, c'est l'avenir, et l'avenir de manière un peu plus générique, tel qu'on le voit nous, et ça c'est très bien pour l'Europe. C'est en quoi si vous communiquez pas en Wi-Fi, vous communiquez en cellulaire. Ok. 4G, 5G. Ce qui est très bien, c'est que là on va vers ce qu'on appelle nous le monde des essaims d'objets autonomes. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit machin, il a son intelligence artificielle embarquée. Alors, nous utilisons le cloud de Scaleway, donc tout va très bien, mais le travail se fait là, et on utilise Scaleway de temps en temps pour mettre à jour les données. Donc on est bien dans une architecture répartie où c'est pas très grave, si le cloud était à l'étranger, parce que d'abord tout est crypté, et ensuite tout se passe là. Ça se passe pas. Bon, vous avez quand même fait un choix de cloud français, et c'est très bien, on est ravis. Ça me donne l'occasion de passer la parole à Yann Lechel. Quelle est l'actu qui vous a marqué cette semaine? Alors moi, j'ai été saisi par la réussite de la NASA sur ce projet DART, qui signifie fléchette, hein, et qui a permis de détourner, en tout cas de déplacer l'orbite d'une astéroïde pour simuler finalement la capacité de l'espèce humaine à se défendre contre une météorite qui viendrait nous menacer. Donc c'est intéressant. Encore les Américains qui sauvent la planète. Encore les Américains. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est là devant une prouesse technologique qui montre qu'on est capable tout de même de répondre à des défis conséquents. C'est peut-être la première fois que l'humain est capable d'agir de manière extraplanétaire, d'un point de vue significatif par rapport à ses propres besoins. Et à l'inverse, donc, ce qui est saisissant en ce moment, c'est que nous avons un tas de problèmes sur Terre. Un tas de problèmes sur Terre et qu'on ne sait pas encore résoudre. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste, moi, mais j'ai plus le temps, mais je le dis très vite, signaler quand même la naissance de Sista Fund 1. C'est un fonds d'investissement de 30 millions d'euros pour l'instant, mais il vise les 100 millions rapidement pour investir dans les premières levées de fonds de start-up dirigées ou co-dirigées par des femmes. Merci beaucoup pour vos commentaires sur l'actualité. Yann Lechel de Scaleway, Alain Staron d'Artifil et Adèle Muller d'Emmaüs Connect. À suivre dans Smart Tech, on va découvrir une nouvelle intelligence artificielle qui sait écrire.